Notre histoire commence avec un garçon laid aux cheveux flamboyants, qui fuit un démon dans ce qui ressemble à une rue déserte du Japon. Mais avant qu'il ne soit réduit en miettes, une brune aux gros épées le tire en sécurité. Elle lui dit alors de rester silencieux, sinon le monstre les attraperait. C'est alors qu'une petite créature magique surgit de la zone de ses épées, et il est clairement un peu surpris en la voyant, alors la fille le taquine un peu pour ça. En réponse, il rougit un peu et dit qu'il n'a pas peur et qu'il leur aurait botté le cul s'il n'était pas si blessé. Notre protagoniste s'appelle Narihira Takeru, et à ce moment-là, la fille croit qu'il est un type vraiment fort. Elle se retourne et lui demande s'il viendrait la sauver chaque fois qu'elle serait en danger. Après que Takeru ait accepté, elle s'en va, et c'est là qu'il réalise, il l'aime vraiment. Il ne peut pas laisser une opportunité comme celle-ci lui échapper. Notre garçon la ramène alors par la main, le visage rougi, et lui avoue qu'elle est son crush. À ce moment-là, il revient à la réalité. En fait, ce n'était qu'un de ses fantasmes oniriques. En réalité, notre garçon a été tabassé et attaché à un poteau par un gang de motards notoires. Il n'est même pas préoccupé par le fait d'être ligoté, il exprime plutôt sa frustration que c'est la 999e fois qu'il rêve de cette belle fille, mais qu'il n'a jamais eu la chance de l'embrasser. Les brutes se moquent de lui, disant qu'il est si seul que la seule façon dont il peut tomber amoureux, c'est dans ses rêves. Takeru envoie un coup de pied au visage du type et leur dit que son crush est réel et ne fait pas seulement partie de ses rêves. Un autre membre du gang est énervé par ça, il ordonne au protagoniste d'admettre sa défaite et de s'excuser. En même temps, il balance une batte vers sa tête, mais Takeru l'esquive et contre en lui donnant un coup de tête à la mâchoire. Après ça, il se remet debout et fait savoir aux brutes que la devise de la famille Narihira est de ne jamais accepter la défaite tant qu'on n'est pas mort. Les brutes décident de l'affronter tous ensemble, et même attaché à un poteau, Takeru parvient à faire un 1 contre 5. Après avoir battu les voyous, il s'échappe sur son scooter, réaffirmant la promesse qu'il s'est faite, « Je n'admettrai jamais la défaite à moins d'être mort ». C'est alors qu'il manque de déraper en voyant la même créature magique que dans son rêve. Il décide de la poursuivre à haute vitesse, mais il lève les yeux et voit qu'il est sur le point de rencontrer Truck-kun. Il saute donc sur le côté, attrape la créature magique et tombe de la falaise. Il se réveille dans une hutte chaleureuse et est immédiatement accueilli par la même fille qu'il voyait dans ses rêves. C'est la 2000 fois qu'il la voit, alors il sourit en la regardant, sachant que ce ne peut pas être un rêve cette fois. Takeru se lève et essaie de lui rappeler qu'il est le gars qui l'a sauvé la dernière fois, mais à en juger par son langage corporel, elle ne semble pas comprendre de quoi il parle. Elle commence à être un peu effrayée, alors elle recule, et soudain, la même créature magique tombe de nulle part sur la tête de Takeru. Ça le déséquilibre, et il atterrit le visage dans les épées de la fille. Des filles qui regardaient de loin trouvent ça plutôt divertissant. Elles demandent à leur ami Seme ce qu'il en pense, et il trouve ça aussi amusant. Il utilise un manipulateur de système à son poignet pour activer un filet qui capture Takeru. Ensuite, il sort en disant « C'était un spectacle vraiment divertissant, mais il est temps de se débarrasser de cet idiot ». Takeru s'énerve après s'être fait traiter d'idiot par Seme, mais son mystérieux crush lui dit juste de la fermer et le gifle. Il est jeté hors du palais royal et se retrouve maintenant en ville avec les autres civils. Il demande où se trouve un combini, et après en avoir trouvé un, il se fait immédiatement virer pour être trop fauché. Alors qu'il est allongé dans une ruelle, il demande à un homme aléatoire où il se trouve. L'homme répond avec le nom d'un endroit qu'il n'a jamais entendu auparavant. Il lui demande d'expliquer en termes de Tokyo, mais le gars n'a aucune idée d'où ou de quoi Tokyo est. Il dit à Takeru qu'il est dans un endroit appelé Danji-Yankyo. Après cette rencontre, Takeru entre en ville et commence à se demander s'il a voyagé dans le temps. Mais il en doute car cet endroit ne ressemble certainement pas à l'ancien Tokyo pour lui. C'est alors qu'un signal d'urgence retentit, plusieurs sauts magiques apparaissent dans le ciel. Les civils entendent alors une voix annoncer qu'une éruption de brouillard noir aura lieu dans les 60 prochaines secondes. Elle couvrira 200 mètres aux alentours, donc il est conseillé à quiconque se trouve dans cette zone de se diriger rapidement vers une porte d'évacuation. Comme annoncé, le brouillard noir commence à remplir toute la zone. Takeru et d'autres civils n'ont pas pu sortir à temps, alors ils sont maintenant coincés à l'intérieur, retenus par une barrière. Il regarde en arrière et aperçoit une petite fille sur le point d'être avalée par le brouillard, alors il court vers elle et utilise son corps pour la protéger tandis qu'ils sont tous deux engloutis par le brouillard. L'endroit suivant où Takeru se retrouve est une rue néon effrayante. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que la fille qu'il essayait de sauver a été pétrifiée. Il regarde autour de lui et voit que ce n'est pas seulement elle, tout le monde autour est devenu pierre. Une sorte de monstre robot apparaît de nulle part et commence à fracasser les gens pétrifiés. Takeru est vraiment énervé par ça, alors il l'interpelle et lui dit d'arrêter. Le monstre se tourne vers lui et tire un rayon protonique droit sur lui. Takeru voit l'attaque venir facilement,
mais il ne fait aucun mouvement pour l'éviter. Il a décidé de ne pas fuir, il veut tester une nouvelle théorie. Après avoir reçu l'attaque, le fait qu'il soit toujours en vie prouve qu'il avait raison. Il a en quelque sorte obtenu un corps qui ne peut tout simplement pas mourir. Avant qu'il ne s'en rende compte, le monstre bondit à nouveau sur lui, il n'y a littéralement aucun moyen pour Takeru de bloquer ou d'esquiver. Tout ce qu'il peut faire, c'est regarder et voir ce qui se passe ensuite, mais avant la collision, un autre robot sort de nulle part et pousse l'autre hors du chemin. Les gens à l'intérieur du robot voient Takeru et se demandent comment il peut être dans le brouillard sans être pétrifié. Ils utilisent leur micro et lui disent de rester où il est, ils feront de leur mieux pour combattre le monstre. Takeru entend ça et leur dit de ne pas s'inquiéter. Il va botter le cul de ce truc, il doit gagner celui-ci, sinon il se sentira comme un loser. Le monstre rugit, impliquant qu'il est toujours prêt au combat, les gens dans le costume du robot disent à Takeru de se mettre derrière eux, et il prévoit d'abattre le monstre d'un seul coup. Le monstre lance une de ses attaques projectiles sur eux, mais ils utilisent leur pouvoir des 5 tonnerres et lancent une attaque encore plus puissante qui surpasse l'attaque du robot et le vainc en un seul coup. Maintenant qu'il est vaincu, le brouillard noir commence à se dissiper. Pendant ce temps, la fille au QG fait des vérifications sur Takeru et découvre que c'est le même gars qui était sur scène. Plus tard dans la journée, Takeru est assis seul, repensant à ce qu'il vient de vivre. C'est alors Katsunaga et Yora s'approchent de lui et lui demandent comment il va. Rien qu'en entendant leur voix, Takeru les reconnaît instantanément. C'était eux qui pilotaient le robot. Takeru leur dit à tous les deux de ne pas se mêler de ses affaires car il pense qu'il aurait pu affronter le monstre robot tout seul. Yora n'est pas d'accord, et les choses commencent à s'échauffer entre eux. Atsunaga les sépare et félicite Takeru, disant que c'est vraiment impressionnant qu'il ait pu rester dans le brouillard, mais il n'aurait aucune chance de vaincre ce monstre car il n'est pas un onyoji. Takeru est déjà furieux et sur le point de partir, mais juste avant, il aperçoit la petite fille qu'il a essayé de sauver dans le brouillard. La voir en bonne santé lui arrache un grand sourire. Sur le chemin du retour, il tombe sur son crush, qui le réprimande pour avoir tout gâché pour elle plus tôt. Des personnes importantes, comme le conseiller en chef de l'empereur, sont venues la voir, mais il est arrivé de nulle part et a tout ruiné. Takeru n'en était pas conscient, alors il s'excuse sincèrement. Elle remarque que Takeru est un peu blessé, alors elle l'invite chez elle pour manger et avoir des vêtements propres. Tout en dévorant son délicieux repas, il passe une grande partie de la soirée à leur raconter comment il est arrivé ici, et sur cette base, son crush dit qu'il est très probable qu'il vienne d'un autre monde. Elle en arrive à cette conclusion car elle n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui puisse se déplacer librement dans le brouillard noir. Son père se demande si ça veut dire qu'il est une sorte d'Oni, mais Takeru les assure qu'il est humain. Takeru ne sait même pas ce que sont ces monstres Oni, alors le vieil homme décide de lui faire un petit récapitulatif de ce qui se passe dans ce monde. Les Oni sont considérés comme les pires ennemis de l'humanité, venant d'un autre monde, et le brouillard noir est le phénomène qui se produit lorsque le monde des Oni envahit le leur. Takeru entend ça et réalise que ce monde est vraiment dangereux. Son crush suppose que ça veut dire qu'il veut retourner dans son monde, mais Takeru n'est pas sûr de vouloir partir tout de suite car il vient enfin de la rencontrer. La mère de son crush dit qu'un onyoji saurait sûrement comment le renvoyer dans son monde. Les onyoji sont enloués dans ce monde car ils sont la seule raison pour laquelle la ville tient encore. Ils protègent les civils en contrôlant ces robots géants appelés Shikagami, et celui qui est en charge des Shikagami est un gars nommé Abe no Seme. Plus tard à minuit, Takeru se réveille et voit son crush faire une sorte de ballet. Il reste pour regarder, et une fois qu'elle a fini, il la complimente en disant qu'elle est vraiment douée avec ses pieds. Elle lui demande alors s'ils se sont déjà rencontrés. Takeru confirme, disant qu'ils se sont rencontrés plusieurs fois, et à chaque fois, il lui a toujours promis qu'il deviendrait plus fort pour la protéger. Elle trouve ça plutôt mignon, alors elle accepte de lui donner son nom et se présente comme Tsukimiya. Le lendemain dans le village, Takeru passe par là quand il voit une foule rassemblée devant lui, alors il va voir. Il voit Tsukimiya à genoux, devant le messager du conseiller en chef. Il la réprimande parce que Takeru est arrivé de nulle part et a interrompu le spectacle. Maintenant, le conseiller en chef est vraiment en colère car ça a montré un manque de respect envers le rituel du pandémonium centennal. Pendant qu'elle se fait crier dessus, elle ne fait que baisser les yeux, honteuse. Le messager s'en va, lui disant que le conseiller veut qu'elle vienne au palais impérial s'excuser en personne. Avant que le messager ne parte, Takeru s'approche de lui et dit que Tsukimiya ne devrait pas être blâmé pour son intrusion. La chose suivante qui arrive, c'est qu'il est mis dans une cage de contraintes magiques par le gars qu'il a rencontré plus tôt. Ensuite, lui et le conseiller sortent tandis que Takeru reste là, au sol. En montant dans la voiture, l'ami de Seme sent que le brouillard noir va arriver. Tout le village est plongé dans le chaos, ils n'ont que 20 secondes pour sortir de la zone. Heureusement, leur voiture réussit à temps, mais malheureusement, celle de Tsukimiya est piégée.
Takeru voit que Tsukimiya est en danger à cause du brouillard noir, alors il se précipite sans plan. Il est déterminé à tenir sa promesse de toujours la protéger, quel qu'en soit le prix. Takeru entre et voit les Onyoji combattre le démon, mais il ne veut pas se distraire, il est là pour sauver Tsukimiya. L'équipe des Onyoji semble avoir du mal contre ce démon. Il a quelques tours dans son sac qu'il utilise pour infliger un coup dévastateur au robot des Onyoji. Kazura observe depuis son QG et voit que le robot a subi beaucoup de dégâts et ne tiendra plus longtemps. Alors que tout espoir semble perdu, Takeru saute en l'air et frappe le monstre avec un bâton. En retombant, il commence à sentir de l'énergie le remplir. Il pourrait vraiment y arriver, mais le monstre l'arrête net en l'attrapant simplement, en serrant son corps et en le jetant sur le côté. Tout ce qu'il reste à Takeru, ce sont de nombreux os brisés et un battement de cœur faible. Mais c'est là que quelque chose d'étrange se produit. Son os de doigt se répare tout seul, Seme voit ça et est incrédule. Les os de Takeru se sont en quelque sorte réparés, alors il se relève, déterminé à vaincre ce monstre, même si ça signifie se sacrifier dans le processus. Le monstre lui lance une attaque, et Takeru l'affronte de front, et alors que son corps entre en contact, il se transforme instantanément en Onyoji et obtient sa propre armure robotique cool. À ce stade, Takeru est certain qu'il est venu dans ce monde précisément pour ce moment, alors il ne peut pas se permettre de décevoir les dieux maintenant, il doit protéger Tsukimiya. Il bondit en l'air et utilise un seul coup pour vaincre le monstre. Kazura et tout le monde au QG n'en croient pas leurs yeux. Seme sourit, Takeru semble avoir piqué son intérêt. Takeru se précipite vers Tsukimiya et est soulagé de la voir intacte. Mais il a oublié de détruire le noyau sous elle, alors elle est instantanément écrasée sous ses yeux. Takeru est sans voix, tout ce travail pour rien. Pour empirer les choses, le monstre sort de derrière et le transperce la poitrine. Sa vie commence lentement à s'éteindre, mais il n'est pas prêt à accepter une fin aussi pathétique. Dans la scène suivante, il se réveille dans la même situation que lorsqu'il est entré pour la première fois dans la hutte avec Tsukimiya. Takeru voit que sa bien-aimée Tsukimiya est toujours en vie et en bonne santé, alors il pose ses mains sur elle et prie Dieu. Tsukimiya prétend ne pas connaître ce garçon. Elle crie. Ensuite, le garde du corps royal arrive pour l'expulser. Takeru voit que la situation prend une tournure froide, alors il essaie d'expliquer, mais avant de pouvoir le faire, il est frappé par des dagues de contention par-dessus. Takeru se débat alors qu'il est allongé sur le sol et fait de son mieux pour convaincre Tsukimiya qu'ils se sont déjà rencontrés, mais malheureusement, personne ne le croit. Elle ne se souvient clairement pas de lui. Quelques minutes plus tard, il place Takeru dans une petite prison. Alors qu'il exhorte à arrêter de mentir sur son voyage dans le temps, Seme et ses deux subalternes s'approchent de lui, et Takeru le reconnaît instantanément. Atsu dit à Seme qu'il n'a pas besoin de se préoccuper de ce type, il a raconté des bêtises toute la matinée. Takeru décide tout de même de se porter garant, disant à Seme qu'il a même combattu un Oni, alors qu'il était dans la brume noire et a fini par être transpercé. Ensuite, la chose suivante qu'il a su, c'est qu'il a été transporté sur cette scène. Atsu l'exhorte à arrêter de mentir car il n'est même pas un Onyoji, donc combattre un Oni serait littéralement impossible. Takeru prétend être un homme d'action, alors il prévoit de démontrer sa force, il demande à affronter un Onyoji. Notre garçon est alors vu en train de transpirer abondamment après avoir combattu l'Onyoji pendant environ 30 minutes. Seme était presque convaincu qu'il trouverait cette expérience intrigante, mais maintenant il est juste déçu. L'un des Onyoji lui assène un coup de pied puissant au visage, tout en lui disant d'avoir un peu de respect pour les Onyoji la prochaine fois. À ce stade, Seme est vraiment déçu, il veut juste poser quelques questions à Takeru puis le laisser partir. Takeru sait déjà ce que cela signifie, alors il fait la chose intelligente et prend la fuite. Il court à travers un champ vide et revient pour reconnaître instantanément le palais où arrive le conseiller en chef, alors il se demande pourquoi sa construction n'a pas encore été achevée. Il pense au fait que Tsukimiya et les autres n'avaient aucune idée de qui il était, alors il commence à se demander s'il n'a pas fini par revenir avant qu'elle ne soit tuée. Juste à ce moment, Tsukimiya entre, demandant à Takeru ce qu'il fait ici. Takeru ne répond pas directement à la question. Au lieu de cela, il lui demande si cette scène a déjà été construite dans le passé. Tsukimiya explique qu'un siècle s'est écoulé depuis la construction d'une scène à cet endroit. La scène est construite pour chaque pandémonium centennal. Elle lui dit en outre que le conseiller en chef de l'empereur viendra regarder sa première performance. Takeru entend cela et se souvient instantanément, c'était l'un des événements clés qui ont eu lieu la dernière fois qu'il était ici. Tsukimiya fait savoir à son garçon que le conseiller en chef arrivera dans environ 2 semaines. Avec cette information, Takeru jure de la protéger et de faire en sorte que les choses ne se terminent pas comme la dernière fois. À ce stade, Takeru est certain qu'il est revenu avant le moment où Tsukimiya a été tué le lendemain de la venue du conseiller pour voir le spectacle. Cette fois,
Il va devoir la protéger, il doit devenir incroyablement fort le plus rapidement possible. Ce soir-là, il retrouve Seimei et lui demande de lui apprendre tout ce qu'il doit savoir pour devenir un Onyoji. Takeru sait que Seimei est probablement curieux à propos de ses capacités. Il pense qu'il serait surpuissant s'il pouvait simplement combiner les techniques Oni avec ses propres pouvoirs. Seimei est curieux de savoir comment et pourquoi Takeru est si confiant s'il accepte. Cependant, il pose comme condition que cela ne durera qu'une semaine, à moins qu'il ne soit capable de démontrer réellement son pouvoir devant lui. Takeru accepte les termes, alors son entraînement commence immédiatement. Takeru apprend que les techniques Oni sont réalisées en utilisant le pouvoir spirituel pour convertir les 5 esprits issus du bois, du feu, de la terre et du métal. Apparemment, presque tous les humains naissent avec un pouvoir spirituel, mais pour acquérir le contrôle des techniques Oni, il faudrait essentiellement s'entraîner pendant des années pour améliorer son pouvoir spirituel. Plus vous pouvez manipuler de pouvoirs spirituels, plus vous devenez un Onyoji puissant. Takeru s'ennuie rapidement de toutes ces choses théoriques, alors il demande simplement à son tuteur de lui apprendre à utiliser le robot géant. Dans les minutes qui suivent, elle place un petit jouet appelé Godé devant Takeru et lui dit que s'il veut un jour pouvoir contrôler ces robots géants, il devra d'abord canaliser son énergie spirituelle et faire tenir debout le Godé. Takeru est confus quant à la manière de faire cela. Kazura démontre en utilisant le divé qu'elle a sur son poignet. Maintenant, c'est au tour de Takeru, elle lui donne le gant divé. Tout ce qu'il a à faire est de se concentrer et de stocker de l'énergie spirituelle dans le gant divé. Au début, il pensait que ce serait un jeu d'enfant. Puis, il finit par y passer plus de 6 heures et n'a toujours pas de chance. Au coucher du soleil, Atsu vient vérifier et voit qu'il a du mal avec quelque chose, alors il demande ce que c'est. Il voit que Takeru a du mal à contrôler le Godé, il lui tape sur l'épaule et explique qu'il manque du niveau de base de pouvoir spirituel pour contrôler les robots Shikigami. Atsu essaie d'aider notre garçon, il place son divé sur son dos, ce qui forcera simplement sa capacité à s'étendre. Cette méthode pourrait rendre Takeru plus fort, s'il est assez fort pour supporter la douleur. Takeru se sent confiant pendant une seconde, mais perd immédiatement confiance lorsqu'Atsu lui donne sa première dose, il crie à plein poumon. Plus tard dans la nuit, Atsu rentre chez lui et est choqué de voir que Takeru l'a suivi dans sa maison. Notre garçon est techniquement sans abri, alors il a pensé qu'il resterait ici jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Cependant, Atsu ne cherche pas de colocataire pour le moment, alors il lui dit de dégager. Takeru ne discute pas, il sort simplement, disant qu'il ira rester chez Tsukimiya puisqu'elle est la seule autre personne qu'il connaisse. Il s'avère qu'Atsu a un énorme crush sur Tsukimiya. Il ne veut pas que Takeru lui vole sa fille, alors il lui dit qu'il peut rester ici pour l'instant. Takeru est vraiment reconnaissant, et pour le montrer, il leur prépare le dîner. Au début, il pensait que la nourriture serait mauvaise, mais elle s'est finalement avérée vraiment bonne. La coéquipière d'Atsu ne peut pas cacher le fait qu'elle a adoré la nourriture. Cependant, elle précise qu'elle n'aime toujours pas Takeru, après quoi elle part. Plus tard dans la nuit, Takeru révèle comment il est arrivé ici depuis le futur. Il explique que Tsukimiya mourra dans 15 jours lors d'une éruption de brume noire. Atsu trouve cette histoire un peu farfelue, mais pour une raison quelconque, il la croit. Takeru mentionne qu'il fait tout cela parce qu'il veut pouvoir protéger Tsukimiya de toutes les manières possibles. Atsu lui dit que ce poste est déjà pris, alors il suppose qu'ils doivent se battre pour ça. Ils sont alors vus dans une arène d'entraînement. Atsu utilise un matériau solide pour bloquer son attaque, connu sous le nom de Riki. Takeru apprend que c'est l'une des techniques importantes des Onyoji. Juste 3 jours après leur duel, Takeru a réussi à débloquer le Riki, mais il suppose qu'il deviendra un maître en un rien de temps. Atsu fait éclater sa bulle, disant qu'il faudrait au moins 1 an pour le maîtriser. Takeru doit trouver une solution avant que son temps avec Seimei ne soit écoulé. Plus tard dans la journée, il y a une éruption de brume noire. Kazura et les autres au QG la surveillent et voient qu'elle est à un niveau de danger modéré. À leur surprise, Takeru apparaît derrière eux et dit qu'il va entrer dans la brume noire avec eux. Il le traite d'idiot et refuse de le laisser partir, mais il tient bon, disant que la dernière fois qu'il était dans la brume, il a débloqué son pouvoir secret, peut-être qu'il pourra le faire cette fois aussi. Atsu entend ce que dit Takeru et se met en colère, il le traite de loser sans talent et le met KO. Takeru se réveille dans un lit avec Atsu assis en face de lui. Lui et Yuri ont déjà géré la brume noire pendant qu'il était KO. Takeru ne comprend pas pourquoi ils ne le laissent pas se battre à leur côté. Atsu emmène Takeru dehors pour expliquer. Il l'emmène sur le site d'une éruption de brume noire qui s'est produite il y a plusieurs années. À l'époque, il était encore un débutant, alors quand il a atteint sa limite, il a abandonné le combat et a laissé son supérieur se débrouiller seul. Son supérieur n'a alors eu d'autre choix que de se battre seul et de se sacrifier. Depuis ce jour, Atsu a juré de ne jamais entrer dans la brume noire sans un plan,
et il ne laissera pas les conneries de Takeru perturber cela. Au QG des Onyoji, Seimei et les autres réalisent que cela fait plus d'une semaine qu'ils n'ont pas vu Takeru à l'entraînement, alors ils supposent qu'il a dû réaliser qu'il n'était pas fait pour ça et a abandonné. Juste à ce moment, il y a une autre éruption de brume. Cette fois, l'Oni est vraiment fort, alors Yuri et Atsu s'équipent et décident d'avancer avec prudence. Ils montent dans leur robot Shikigami et entrent dans la brume noire. Une fois à l'intérieur, ils voient que le monstre auquel ils sont confrontés est un qui contrôle des poupées à distance. Yuri dit à Atsu de se rapprocher pendant qu'elle utilise ce temps pour préparer une technique de foudre. Ils abattront l'Oni d'un seul coup. Atsu vainc certaines des poupées de l'Oni pour gagner du temps, et au moment où l'attaque est prête, il pointe les blasters pour tirer, mais cette fois, l'Oni peut facilement les contrer avant qu'il ne puisse tirer. L'Oni assène un coup qui envoie le robot au sol, après quoi il porte un autre coup qui assomme Yuri de la chambre de simulation. Cependant, Atsu est toujours là. Le fait qu'il n'y ait qu'une seule personne dedans signifierait une baisse d'énergie spirituelle, alors tout le monde au QG l'exhorte à sortir de là, mais notre garçon refuse de partir. Il essaie d'être le MC surpuissant. Il est sur le point de se sacrifier pour sauver la ville, il se charge et est sur le point d'entrer en collision avec le monstre. Takeru apparaît de nulle part et utilise son Riki pour bloquer la collision, après quoi il frappe avec toute sa force. Tout le monde au QG est incrédule en voyant Takeru debout là. À ce stade, Atsu réalise qu'il n'a pas d'autre choix, alors il emmène Takeru dans le robot Shikigami, et ils décident tous deux de travailler ensemble sur ce coup. Le monstre lance une attaque contre eux. Atsu utilise son Riki avancé pour le bloquer, après quoi Takeru invoque son chakra intérieur et délivre un crochet du droit qui supprime le monstre d'un seul coup. L'équipe de Takeru et Atsu a réussi. Après la dissipation de la brume, Takeru s'approche de Yuri et s'apprête à la ridiculiser, mais elle le voit venir de loin et le frappe au sol. Alors qu'il est allongé là, Seimei lui tend la main, lui demandant s'il veut officiellement devenir un Onyoji. Dans cet épisode, on dit que Takeru et Atsu ont un combat simulé entre deux de leurs autres collègues Onyoji connus sous le nom d'Iruka et Kajiki. Ils apprennent tous deux que Takeru et Yuri sont incapables de faire quelque chose d'aussi simple que de déplacer un godet, alors ils concluent instantanément qu'ils ne seraient pas de taille pour eux, mais Takeru ne recule pas. Il prend position et leur demande s'ils disent tout cela parce qu'ils se sentent menacés par le nouveau venu. Cette déclaration a évidemment touché un nerf, Iruka est vraiment en colère maintenant. Alors que Seimei se joint à eux et leur dit de ne pas s'énerver, mais Takeru s'en fiche, tant que c'est un combat, il donne tout ce qu'il a. Pendant ce temps, Kazura et Seimei sont occupés à faire des recherches sur Takeru pour découvrir comment il a réussi à obtenir le pouvoir des Onyoji. Kajiki a utilisé tous les moyens à sa disposition, mais elle n'a toujours rien trouvé sur Takeru. Cela les amène à conclure que Takeru vient définitivement d'un autre monde. Cependant, elle a remarqué qu'il a un symbole de campanule sur sa paume, une marque que seul ce nez de Danji Yinkyo possède. Seimei trouve tout cela très intéressant. Il est certain qu'il découvrira beaucoup de mystères sur Takeru. Le combat simulé entre les deux équipes commence peu après. Iruka et Kajiki commencent fort et semblent dominer l'équipe de Takeru. Les choses sont sur le point de se terminer alors que le robot est sur le point de tomber dans la fosse magique, mais notre garçon Atsu se verrouille et utilise sa technique de plateforme juste pour traverser. Ensuite, il assène un très lourd crochet du droit au robot adverse qui le vainc d'un seul coup. Ce coup a frappé Iruka si fort qu'il a été assommé de la simulation et était toujours inconscient après. Maintenant, en l'absence d'Iruka, Yura s'approche de Kajiki et veut qu'ils travaillent ensemble pour affronter l'équipe de Takeru. Seimei regarde cela se produire et pense que ce serait assez intéressant de voir un combat entre des candidats 5 étoiles. Le combat commence, et vous ne pouvez pas nier que Yura est vraiment doué pour ça. Mais c'est alors que quelque chose de très inattendu se produit, Takeru et Atsu échangent leur position de combat. Cela leur permet de lancer une lourde explosion sur Yura alors qu'elle est prise au dépourvu. Yura l'attrape, et il est clair qu'elle a du mal à bloquer, mais elle finit par rassembler ses forces et la dévie. Une fois que c'est fini, Yura s'attendait déjà à ce que la prochaine phase du combat commence, mais Atsu sort simplement de la simulation et s'en va, disant que leur combat simulé était supposé être contre Iruka et Kajiki, pas Yura. À la fin de la journée, Yura est assise seule et a encore des sentiments amers sur la façon dont Atsu est parti au milieu du combat comme ça. Elle sent qu'Atsu et Takeru approchent, alors elle essaie de partir. Mais avant qu'elle ne puisse, Atsu l'appelle et dit qu'il pense qu'elle et Kajiki sont assez compatibles. Il dit qu'il sera d'accord pour qu'ils s'associent à partir de maintenant. Yura entend cela et suppose immédiatement qu'il essaie juste de se débarrasser d'elle à cause de Takeru, après quoi elle part en trombe. Plus tard dans la nuit, Takeru prépare le dîner pour Tsukimiya et sa famille. Et pendant qu'ils mangent, il mentionne que les Onyoji choisiront bientôt leurs 5 étoiles, ils devraient tous s'entraîner. En entendant cela, Tsukimiya est curieuse de savoir pourquoi Takeru lui-même ne s'entraîne pas, mais il répond en disant qu'il s'en fiche.
La principale raison pour laquelle il est devenu un onyoji était de la protéger. Tsukimiya rougit, disant qu'elle est heureuse d'entendre cela. Ce moment fait penser à Takeru et se souvenir que Tsukimiya est supposé être tué le jour où le conseiller en chef arrive. Le conseiller est prévu pour demain, alors il la regarde droit dans les yeux et lui demande de promettre de traîner avec lui toute la journée, mais malheureusement, elle répond que ce ne sera pas possible. Tsukimiya suppose que Takeru demande cela parce qu'il a peur des Oni. Ces monstres sortent littéralement de nulle part et saccagent la ville. Il est normal que tout le monde soit sur les nerfs. Pourtant, elle ne veut pas abandonner à cause des Oni. Demain, elle veut utiliser sa danse pour remonter le moral des gens de la ville, ne serait-ce qu'un peu. Elle croit que c'est son but dans la vie, et elle ne veut pas que cette scène perde sa valeur. Takeru comprend qu'être là devant le superviseur demain signifie beaucoup pour elle, alors même si elle y va, il promet de faire de son mieux pour la protéger. Le lendemain, dans l'arène d'entraînement, Seimei informe tout le monde qu'il veut qu'Atsu frappe Takeru avec la puissance des 5 tonnerres. Tout le monde frissonne à cette suggestion. Atsu entend cela, et une goutte de sueur se forme sur son visage. Cela signifierait que Takeru recevrait un coup littéralement assez fort pour le tuer. On dit à Takeru d'utiliser son pouvoir et de se défendre autant qu'il le peut. Seimei le rassure également en disant que s'il va vraiment mourir, Shinzo interviendra et le sauvera. Cela dit, Atsu utilise sur lui la puissance de ses 5 tonnerres. Takeru court également et utilise son point de puissance pour bloquer, mais son bras est lentement désintégré. Seimei et Kazura voient que les choses commencent à mal tourner, alors ils ordonnent à Shino de sortir Takeru. Elle construit son sort pour le sauver, mais notre garçon refuse de l'accepter et dit qu'il peut continuer. Et juste comme ça, il finit par annuler l'attaque de foudre et ne subit aucun dégât après cela. Quelques minutes plus tard, Yura traverse les couloirs, incapable d'oublier comment il lui a fallu tout ce qu'elle avait juste pour dévier une attaque de foudre, alors que Takeru en a annulé une sans effort dès son premier essai. Seimei est vraiment impressionné par les capacités de Takeru aussi, à tel point qu'il pense même à en faire un onyoji 5 étoiles. Yura a entendu Seimei et Kazura alors qu'ils disaient cela. Elle s'enfuit alors avec un air énervé sur son visage. Le lendemain, au festival, Takeru est prêt et préparé pour tout ce qui se passera. Après tout, c'est le jour où la brume noire remplit la ville et où la majorité de la population est tuée. Quelques minutes plus tard, il s'assoit avec Atsu et lui demande de donner une brève explication de ce que sont les Oni et ce qu'ils essaient d'accomplir. Atsu explique que les Oni traversent la brume noire pour ramener les humains et les objets dans leur monde comme nourriture. Juste à ce moment, la présentation de danse de Tsukimiya commence. Atsu fond en larmes en voyant à quel point elle est belle dans cette robe. Takeru se souvient que l'éruption de brume noire est censée commencer à tout moment maintenant. Alors, il se rend en ville et commence à avertir les civils de partir avant que l'éruption de brume ne commence, mais il ne l'écoute pas et pense qu'il est fou. Atsu le suit, l'air confus, jusqu'à ce que cette confusion se transforme en choc lorsque l'alerte d'éruption de brume retentit quelques secondes après l'avertissement de Takeru. Juste comme ça, la brume noire commence à remplir la zone. Takeru regarde en arrière et voit la petite fille des incidents de brume passer. Il ne laissera pas ça se reproduire, alors il la prend et la met en sécurité. Le lendemain, Atsu rend compte à Seimei et l'informe que Takeru avait prédit l'éruption de brume noire hier. Il lui avait déjà dit qu'il venait du passé, mais il ne l'avait pas cru. Mais avec ce qui s'est passé hier, il n'a pas d'autre choix. Pendant ce temps, Takeru s'entraîne tout en réalisant qu'il a pu changer le destin de cette petite fille. Il pourra certainement sauver Tsukimiya. Cependant, il considère aussi le fait que tout cela est arrivé parce qu'il est tombé sur la scène ce jour-là. Cette fois, puisqu'il ne tombera pas sur la scène, il se demande si cela signifie qu'elle est déjà sauvée. Juste à ce moment, il lève les yeux et voit Yura debout devant lui avec un visage en sueur. Elle demande calmement un sparring avec lui, mais sans magie ni technique onyoji. Elle veut qu'il se batte à main nue pour déterminer qui est le plus fort. C'est le genre de défi que Takeru ne peut jamais refuser, alors il accepte. Il décide que leur combat aura lieu dans une grande zone ouverte, mais il reste du temps, alors il s'occupera d'abord de Yura, puis de Tsukimiya. Pendant ce temps, en ville, le conseiller spécial vient d'arriver, et il veut que Tsukimiya vienne personnellement recevoir une récompense de sa part. Simultanément, Takeru se fait botter le cul par Yura. Pendant le combat, elle exprime sa frustration envers lui parce qu'Atsu l'a choisi plutôt qu'elle comme partenaire. Takeru remarque qu'elle commence à être négligente en défense, alors il repère un angle mort et lui assène un énorme uppercut qu'il envoie au sol, et selon les règles du match, Takeru a gagné. Yura regarde le sol avec honte, réalisant qu'elle a laissé ses émotions prendre le dessus. C'est probablement la raison pour laquelle Atsu l'a laissé tomber. Mais alors, Takeru s'approche d'elle et lui donne un conseil, qui est de toujours se concentrer sur ce que l'on peut voir. Après quoi,
il lui dit la devise de sa famille. Juste à ce moment, la brume éclate à nouveau, et Tsukimiya est vue en train de courir pour sa vie. Takeru court pour la sauver, mais trouve cela assez étrange car elle était censée être sur scène et non ici. Malheureusement, il n'arrive pas à temps et est piégé de l'autre côté de la brume. Il se rend au QG et découvre qu'Atsu est coincé dans la brume noire avec Tsukimiya, ce qui signifie que lui et Yura vont devoir invoquer Shikigami. Ils acceptent tous deux de le faire, mais Takeru demande à contrôler le robot car il veut être celui qui la protège. À l'intérieur de la brume, Tsukimiya est sur le point d'être écrasé par l'Oni, mais le Shikigami intervient à la dernière seconde et la sauve. Takeru se souvient très bien de ce monstre, il utilise la magie des miroirs pour se téléporter où il veut. Le monstre utilise cette magie à son avantage et invoque plusieurs miroirs, les utilisant pour émettre du feu sur le robot Shikigami. La chaleur intense fait chuter l'efficacité du robot au grade D, ce qui signifie qu'il est pratiquement à bout de souffle. Yura voit que les choses empirent, alors elle suggère de battre en retraite. Mais Takeru prévoit de tenir sa promesse envers Tsukimiya et de la protéger à tout moment. Il libère toute sa puissance et l'utilise pour porter un JAB sur le monstre, mais il avait déjà un coup d'avance, alors il se téléporte à travers le miroir pour les poignarder par derrière. Cependant, Takeru avait déjà 2 coups d'avance. Il atteint le miroir au-dessus et arrache le cœur du monstre. Il l'écrase, et la brume disparaît. Après que la brume se soit complètement dissipée, Tsukimiya est vue allongée sur le sol, toujours en bon état. Takeru sourit simplement, réalisant qu'il a enfin réussi à la protéger. C'était la fin de l'épisode 3.